Je m'appelle Annie Dutoit. En 2015, à l'occasion d'un concert en faveur du Train des Mille, j'ai fait la connaissance de l'Institut des vétérans et de la Fondation Auschwitz. Les organisateurs de cet événement qui allait emmener 1000 jeunes Européens à la découverte d'Auschwitz. Le décor de la pire scène de théâtre que l'être humain allait jouer. L'Holocauste. Mais Auschwitz n'allait être que la partie visible de cette danse macabre. L'arbre du mal qui cache la forêt du pire. Dans ce que les nazis avaient appelé la solution finale. Alors nous sommes allés plus loin, aux prémices de l'horreur. Et nous avons décidé de partir sur les traces de la Shoah, en Pologne. Septembre 2016. Voyage dans le côté obscur, Pologne. 5 centres d'extermination d'hommes, de femmes, d'enfants. Déjà, pour moi, ils ne seront ni juifs, ni tziganes, ni... Les victimes seront une part de l'humanité, une part de mon humanité. Humanité niée, une humanité de certains, déclarée inanité par une absurde supériorité d'une supposée race aryenne. Chelmno. Première découverte. Pas vraiment un lieu à visiter. Quelques pierres étalées, comme un site archéologique. Comment ressentir ces lieux de mémoire sans en avoir vécu les événements ? Mais sans crier gare, c'est le malaise, la nausée, l'étranglement. Il n'y a rien. Et pourtant, une force me prend à la gorge. Au-delà des explications de nos guides, c'est une sensation physique qui d'emblée s'empare de moi, qui ne me quittera plus, jusqu'à la fin du séjour, au cœur de ma mémoire. Encore. Et encore. Chelmno wordt geactiveerd als uitroeiingscentrum in 1941. Op 8 december worden de eerste mensen vergast door middel van 3 gaswagens. Dus dat is een van de kenmerken van het uitroeiingscentrum, dat men met gaswagens gaat functioneren. Er is een dubbele moeilijkheid, want het zijn 2 periodes en het zijn 2 plekken. Men heeft een eerste plek in het dorpscentrum, juist naast de kerk, was een klein kasteeltje waar de mensen werden vergast en nadien overgebracht 4 kilometer verder naar het bos, het Żuchów-bos, waar de lijken werden begraven. Dit zal zo zijn van december 1941 tot 7 april 1943, wanneer het einde van de eerste periode zal ingeluid worden. Het uitroeiingscentrum zal opnieuw geactiveerd worden in 1944. Dit ter vernietiging van de Joden van het ghetto van Litzmannstadt, de nabijgelegen grote stad. Deze zullen tijdens de maanden juni en juli 1944 in Chelmno vermoord worden. Een ander deel zal naar Auschwitz gedeporteerd worden. Tout commence à Chelmno, d'un château à une forêt. En Pologne, ils sont peu à lorgner vers Chelmno. Là, château était devenu école.
technique de mise à mort mise au point. Déjà des gaz, dégage, rebut. Reste dévasté de murs, murs témoins, muets, impuissants, mains moites. Mémoire de ruines émues, remémorant les affolés humains, nus, mains au ciel implorant, trique dans le dos, humanité écrasée vers un dernier transport et pourtant immobile. Puis, étrange transe, port ouvert, offert au gaz d'échappement. C'est odieux et pourtant ce fut. Une fin lente, haletante, des mains d'autres hommes. Des Germains ordinaires, devenus techniciens, experts bientôt, géraient la mort. C'est terriblement chargé d'une certaine peur, je dirais même, hein, quand on rentre ici, quand on voit ça, un endroit à première vue tout à fait paisible, et quand on a la connaissance de ce qui s'est passé, ça fait peur que l'homme puisse faire de telles choses. Tous ces petits centres, tous ces commandos qui ont travaillé sur l'ensemble des territoires, d'abord allemands, oui, puisque ici on était en Allemagne, et puis dans les territoires occupés. L'absence de murs, enfin les restes des gravats, etc. J'ai visualisé tous ces fantômes auxquels je faisais allusion et j'ai vu le camion, j'ai vu tout ça, j'ai senti tout ça, j'ai entendu les cris, tout ça et ça m'a parlé extrêmement fort. Mais alors pour mettre des mots là-dessus, c'est très compliqué parce que c'est à la fois émotionnel et il faut essayer de rationaliser ça. Et là ça devient compliqué, c'est le passage de l'émotion au rationnel est compliqué. Et donc mettre des mots et essayer d'expliquer, c'est difficile en fait. On est dans... Je crois que c'est la musique dirait mieux les choses. Il y a des fosses communes et de m'imaginer en fait, enfin de voir en fait l'ampleur de la catastrophe et de m'imaginer les enfants, les femmes et tous ces gens disparus et la façon dont ils ont été disposés. Enfin, je veux dire, on parlait du fait qu'on broyait leurs os. Enfin, c'est tellement déshumanisé, mécanique et en même temps horrible. Je peux pas expliquer en fait. C'est ça. Le problème, c'est que les mots en fait ne suffisent pas. Et j'ai l'impression que ces lieux ils sont hantés, quoi. Je sens la souffrance et la mort, en fait. Eind 1944 gaat met het uitroeiingscentrum helemaal opkuisen, camoufleren. En de plek Chelmno zal door de SS zonder commando verlaten worden in de nacht van 17 op 18 januari 1945 voor de oprukkende Sovjets. Corps sans vie transportés vers la forêt, là jetés dans des fosses communes, les corps décomposés comme une dernière fois révoltés, infestèrent l'air des bourreaux empuantis de leurs actes insensés. Mais rien n'y fit. De nouveau, la technique répondit et corps en masse furent brûlés, puis concassés, pulvérisés. Dernière dénégation de leurs individualités, maintenant indivise, poussière d'une communauté elle aussi refusée. Chelmno cherche les mots pour décrire une forêt où résonne un silence assourdissant. L'horreur n'a pas de musique, la mort n'a pas de mots. 250 000 absents, hors temps, sont là, suspendus dans l'air lourd, dans l'attente d'un éternel retour à eux déniés, ultime atrocité. Mais à trop citer les zélateurs de haine,
Les murs pourraient repousser Achennu. Majdanek, l'autre Auschwitz. Des hectares de musées à ciel ouvert. La foule, touristes mémoriels ou fanatiques organisés. Des baraques authentiques. La ville, juste à côté, que l'on quitte volontiers vers un autre univers. Et surtout, une chambre à gaz dont on sait qu'elle a tué. Des stigmates apparents dans des lieux encore habités. Er zullen vanaf de herfst 1942 tot de herfst 1943 Joden vergast worden in de gaskamers van KL Lublin-Majdanek. Ongeveer 59.000 Joden, volgens de recentste onderzoeken, zouden er het leven verloren hebben. Herfst 1943 zullen de vergassingen stopgezet worden. Er zullen evenwel nog vergassingen gebeuren aan de hand van gaswagens in KL Lublin en de regio van Lublin zelf. Op 3 en 4 november 1943 gaan de nazi's evenwel in Majdanek en ook in Poniatova en Travniki Aktion Erntefest uitvoeren. Dit is de actie van het grote oogstfeest. Men gaat 42.000 Joden vermoorden op 2 dagen tijd op die 3 verschillende plekken. Naast Majdanek is er het bos van Krempjec, waar geleidelijk aan ook mensen vermoord worden per kogel. Nadien zullen deze lijken ook verbrand worden door speciale commando's. Okay, so we are at Majdanek monument. It was built in 1969 to commemorate. And part of this number, like 70 barracks, are preserved to our times. Of course, we will see most of them. The first group of prisoners at Majdanek were Soviet prisoners because the decision to establish Majdanek here was made by Heinrich Himmler in June 1941. So the term Majdanek was not official. Simply the district of Lublin, which is close, was called as Majdan Tatarski. That's why locals used to call this place as Majdanek. But it became so popular that even Germans used it. In 1941, nadat in juni Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie heeft aangevallen, zal er ook in Lublin een heus project opgezet worden om een concentratiekamp op te richten voor Russische krijgsgevangenen. Dit zal uitgebouwd worden en zal normaal gezien moeten dienen voor 200.000 krijgsgevangenen, maar uiteindelijk zal dit plan toch niet uitgevoerd worden. In totaal zullen 6 velden gebruikt worden met een oppervlakte van 273 hectare. Net als Auschwitz zal KL Lublin, beter bekend als Majdanek, gebruikt worden als zowel concentratiekamp en moordcentrum. In juli 1944 zal het Sovjetleger KL Lublin ook bevrijden. Dit zal het eerste kamp worden, het eerste grote kamp dat bevrijd wordt door de Sovjets. Net als Auschwitz zal KL Lublin, Majdanek, een concentratiekamp als moordcentrum worden. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen beide. Een concentratiekamp heeft tot doel mensen te concentreren, bij te houden en die ook zullen uitgebuit worden door de nazi's. Een moordcentrum heeft als enige doel het vermoorden van mensen, velendeels Joden.
Majdanek, marche d'année, première baraque, neuve par un souci de reconstruction d'un irréel qui fut, mémoire aseptisée par la propreté, mémoire évacuée par des musiques assourdissantes, histoire de l'humanité. Cette ambiance délétère me déleste peu à peu de ma sensibilité. I think, Eindichterbeter. yeah, I think so we need to wait probably because of course we can start to walk, but I see that they are walking quickly. Et ici, voilà, on voit un défilé de jeunes qui font beaucoup de bruit, qui ont investi les lieux. Et c'est difficile de se recueillir, de s'imprégner des émotions que ces lieux sont censés nous inspirer. Et je ne ressens pas cette attente de traces. C'est extrêmement difficile, perturbant. Dans ma famille, il y a toujours un immense silence par rapport aux Juifs. Donc c'est comme si les Juifs n'avaient pas existé. J'ai pris connaissance de l'existence de la Shoah dans les années 70, quand on a vu les premiers documentaires. Et moi, j'ai besoin de venir ici pour le redonner vie, vraiment. Et c'est quand on voit ces objets anodins, des objets que nous portons, qu'on se rend compte vraiment, je trouve, de l'ampleur des choses. C'est par toutes ces traces, moi, que je trouve, que je prends conscience des choses. Et il y avait des milliers de chaussures. J'ai eu le même choc à Auschwitz, en fait, la première fois que j'y étais. Et ici, c'est pareil. Peu me chaud généralement le temps, or il l'était aujourd'hui, chaud. Et voilà que je me réjouis d'un peu de fraîcheur délivrée à l'ombre d'une baraque. Les murs des chambres à gaz, bleuis par une réaction chimique, me font penser au monochrome d'Yves Klein. Horreur, me voilà hors sujet, sans âme compatissante, errant dans ce camp bien net. La netteté, les bruits furieux des David porteurs d'ombre nuisent à l'émergence de l'émotion. Mais voilà, un amas de cendres. Les restes d'un homme, après le crématoire, tiennent dans 2 mains ouvertes. Là, devant moi, combien de poignées de main. Et soudain, me retournant, crois-moi, et moi. Je vis les fantômes de ces morts. L'émotion était revenue d'un seul coup. Abasourdi. Die Gefangenen von Majdanek, Majdanek, die Überlebenden, marche die d'année. infolge des raschen Vormarsches der Roten Armee gerettet wurden und von den Henkern Himmlers nicht mehr erschossen oder vergiftet und verbrannt werden konnten, treten hier als Zeugen auf. Majdanek, ein Gestapo-Lager 2 Kilometer von Lublin. Heute weiß die ganze Welt, dass hier eine Todesfabrik war. In deutschen Dokumenten findet sich sogar ein neuer Ausdruck dafür. Das Vernichtungslager. Beim Rückzug war alles vorbereitet, um Gebäude und Anlagen zu sprengen oder in Brand zu stecken. Aber es kam Tussen 1941 en 1944 zullen ongeveer 150.000 mensen naar KL Majdanek gedeporteerd worden. 78.000 onder hen zullen er sterven, waaronder 59.000 Joden.
Et Belzec, le choc. À l'entrée déjà, des larmes de métal rouillent le long du mur d'enceinte. Passé la porte étroite, la minéralité lamine. Là déjà d'être là. Et 550 000 scories rugissent sans voix de leur substance perdue. In november 1941 zullen SS'ers naar Belzec ontboden worden om daar het eerste vernietigingscentrum van Aktion Reinhard op te zetten. Aktion Reinhard is de vernietiging van de Joden in het Generaal Gouvernement. Dit is namelijk het bezette Polen. Wanneer zij daar naartoe gaan, kennen zij het oord reeds. Er bevindt zich een werkkamp. Niet ver daar vandaan zullen zij ook het eerste moordcentrum van Aktion Reinhard gaan opzetten. Belzec. D'espace de mort en œuvre d'art. Création. Travail de mémoire. Regarde. Tu n'as pas d'échappatoire. Les arbres, les témoins silencieux, te montrent les reliques de l'immensité des fosses qu'ils ont voulu cacher. Des milliers d'âmes qu'ils ont assassinées. Une saignée implacable, impeccable, droite, sépare, sans doute une dernière fois, les femmes et les enfants des hommes, séparés dans la mort, mais unis dans une mémoire lourde. Mais lorsque, ayant pénétré au plus profond de la saignée exsangue et froide, et après avoir remonté les marches vers une improbable sérénité, la séparation a disparu. Het moordcentrum zelf bestaat voornamelijk uit twee grote delen. Ten eerste daar waar de Joden toekomen en waar ook de faciliteiten zijn om reeds de goederen van de aangekomen mensen te sorteren. En het tweede gedeelte betreft namelijk het moordcentrum op zich. Het moordcentrum bestaat uit een barak dat gebruikt wordt om uit te kleden. Mannen en vrouwen worden van elkaar gescheiden. De mannen worden eerst vergast in een gaskamer die zich daar dichtbij bevindt. En deze gaskamer bestaat uit 3 kleine gaskamers. De eerste deportatie vindt plaats op 17 maart 1942. En de eerste periode zal dan ook duren tot 14 april 1942. Dan wordt besloten dat het centrum zelf moet uitbreiden en zal de gaskamer ook verder gelegen zijn in het centrum zelf en zal niet meer uit 3, maar uit 6 gaskamers bestaan. L'amas des gravats, inique symbolisation d'êtres un même jour disparu, effacé, gommé par une croix gammée, redevient unique. Dernière élévation vers une totale humanité indissociable, pourtant jadis déniée par quelques-uns. En bas, j'interroge les arbres, ultime témoin présent de ce temps infernal. Mais rien n'est dit par ces gardiens silencieux, tous occupés à s'élever vers le ciel pour porter la mémoire et le souvenir de chacun des gravats, de chacune des scories, vers une éternité calme et claire.
Het geheel wordt geleid door Christian Weert, een criminaalcommissaris die reeds actief was tijdens Aktion T4, de vernietiging in Duitsland van Duitse gehandicapten. Hij zal aanblijven tot augustus 1942 en daarna zal hij ook inspecteur worden van de 3 moordcentra. Dans le musée même, là, c'était comme s'il y avait tous ces fantômes qui revenaient. En particulier quand on arrive près du mur, on commence à voir l'ombre de notre propre corps et des autres qui arrivent et qui se dédoublent. T'as vraiment l'impression qu'il y a ces présences fantomatiques comme ça et ça c'était vraiment impressionnant. Ce moment dans la salle des échos, je suis restée immobile longtemps. J'avais envie d'être seule à ce moment-là. Ça n'a pas été possible, mais je crois que j'aurais pu rester 1 heure là. L'écho de nos voix en ce lieu devient absurde, inaudible, inacceptable. Seuls les prochains porteurs de mémoire pourront y aller, nos enfants le feront. Mais attention, le fond sombre de la salle nous rappelle que le futur n'est pas écrit. Demain, toutes les virtualités sont incertaines. L'indicible pourrait à nouveau s'écrire au présent des larmes, des armes, des âmes mortes pour d'absurdes programmes. Compter jusqu'à 550 000 chagrins, puis ne jamais oublier Belzec. Wanneer in december 1942 Belzec eindigt met haar moordactiviteiten, zullen de arbeidsjoden, dit zijn namelijk de Joodse gedeporteerden die geforceerd worden daar het vuile werk te doen, zullen daar de lijken moeten opgraven en over een tijdspanne van ongeveer 6 maanden de lijken ontgraven en ook verbranden. Deze arbeidsjoden worden daarna ook gedeporteerd naar Sobibor. Sobibor. Pas facile à trouver. On se croirait en brousse, sur une piste oubliée nichée entre 1000 collines. Une gare perdue dans la campagne. Des êtres humains, sortis d'on ne sait où, attendent un train qui vient d'ailleurs, qui semble aller nulle part. Il y a donc encore de la vie ici. Sobibor, sobre mort. Le temps efface les traces à Sobibor. D'abord des voies de chemin de fer, une gare, puis un chemin musarde dans les bois. Rien ne présage à l'horreur. Une maison verte, celle du chef du camp d'extermination, témoigne que la vie a repris ici ses droits. Les voix de Johann et Frédéric apportent des images d'une usine de mort. Les gamets perfectionnent les processus d'extermination. L'Himmelstrasse se courbe pour aspirer des hommes et des enfants nus, des femmes nues et rasées, ultime prise de guerre sur des êtres n'existant déjà plus. Ils sont poussés en avant par les baïonnettes des soldats invisibles derrière les barbelés camouflés par des branchages. Ensuite entassés dans les 3, puis 8 chambres à gaz, le moteur, pris sur un char d'assaut russe T-34, tourne à plein régime. En quelques heures, il ne restera plus rien, si ce n'est des cendres et des os broyés d'un convoi de 2000 humains. Mais les pseudo-ariens sont contents du travail accompli. Presque tous les ghettos sont vidés de leurs habitants forcés.
Les travailleurs juifs accomplissant les basses besognes craignent que leur sort ne soit aussi réglé. Alors ils se révoltent, prenant leur propre destin en main enfin. 47 survivants porteront le témoignage des 250 000 exterminés. In maart 1942 zal SS-ingenieur Richard Tomala de zone rond Vodava en Sobibor per vliegtuig gaan verkennen. Hij gaat een plek uitkiezen in het bos, waar reeds enkele bestaande gebouwen zullen overgenomen worden in het uitroeiingscentrum Sobibor, SS-zondercommando Sobibor. In tegenstelling tot in Beujets gaan de SS-mannen en de Travniki-mannen in het uitroeiingscentrum zelf verblijven. Daarnaast is er een deel van het uitroeiingscentrum voor de arbeidsjoden, een aankomstgedeelte en uiteindelijk een gedeelte waar de uitroeiing zelf plaatsvindt, waar de gaskamer gebouwd wordt. Eerst 3 gaskamers en nadien in de zomer van 1942 tot 8 gaskamers zullen opgebouwd worden. Sobibor zal vooral bekend worden door de uitroeiing van Poolse Joden, maar ook van Nederlandse Joden. Dus meer dan 34.000 zullen naar Sobibor gedeporteerd worden om daar vermoord te worden. In juni 1943 komen voormalige arbeidsjoden van Beujets in Sobibor terecht om daar vermoord te worden. Zij hebben de 6 voorgaande maanden Beujets moeten opkuisen, dus de lijken verbranden. Zij laten desondanks een bericht na aan de arbeidsjoden van Sobibor, wat hun dan ook een waarschuwing is voor wat hen te wachten staat. Van hieruit zal men een opstand gaan beramen in Sobibor. Arbeidsjoden gaan uiteindelijk op 14 oktober 1943 een deels geslaagde opstand kunnen realiseren. Dit wil zeggen dat een aantal arbeidsjoden zullen kunnen vluchten. Een heel deel zal overlijden tijdens die poging. Dit zal de SS aanmanen om Sobibor af te breken. En de laatste arbeidsjoden zullen uiteindelijk in november 1943 ter plekke gefusilleerd worden. C'est séparer les gens, séparer les familles, les traiter avec des petites injections d'espoir par des mensonges répétés comme ça. Et puis ensuite, ça devient une terreur inexplicable. Il n'y a pas de mot pour ça. Pour amener des gens pratiquement en 20 minutes ou 30 minutes depuis un quai de gare, ou pas de course littéralement, les déshabiller, les tondre et les pousser vers des chambres à gaz. Et disons que quel que soit le lieu, c'est toujours la même chose, quoi. Éradiquer littéralement des populations dont j'arrive pas à comprendre fondamentalement qu'est-ce qu'on leur reprochait, quoi. On leur a reproché pratiquement d'être nés. J'ai toujours eu cette impression, ça. Tu vas payer, mais pourquoi? Tu es né. Voilà. Et en même temps, tu auras tes enfants et ta famille, et puis on ne parlera plus de toi, et il n'y aura plus de reste, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus qu'une poussière. C'est tellement insensé, ça. Ça n'a ni queue ni tête. Ici, on se trouve dans un endroit qui est assez beau, avec des forêts de bouleaux, et le silence, et les oiseaux, tout ça. Mais ici, on se trouve dans des lieux qui sont des villes et villages qui sont très sympathiques. C'était l'horreur du nazisme.
Enfin, Treblinka, la cynique perfection des processus d'extermination. Treblinka tremblera longtemps encore par les records ici battus. Les processus développés à Chełmno, puis améliorés sans cesse avec les autres camps, aboutissent ici à l'efficience totale. Tout ici est tromperie, parfaite illustration active du nazisme. Une gare champêtre, une horloge a fixé l'heure unique. Tous arriveront et mourront à 6 heures. Ici, le temps et l'humanité sont arrêtés. Les orphelins, les blessés, les récalcitrants sont menés directement à un bâtiment sous la bannière de la Croix-Rouge. Pour médicaments, ils recevront une balle dans la nuque. Le calme et l'ordre doivent régner. 2 baraques. Une pour les hommes qui la quitteront les premiers et l'autre pour les femmes et les enfants. Ensuite, la rue courte, engloutira ces milliers d'êtres dans les chambres à gaz. 6000 gazés par jour, record battu. En 2 mois, 350 000 exterminés, record battu. Au total, 900 000 personnes éradiquées, record battu. Hébété, abruti par ces chiffres abscons, les processus tayloristes parfaits, accomplis parfaitement par des hommes, ceux-ci sont décervelés, désincarnés, absorbés par leur respect mécanique des processus mêmes, ultime condition de l'efficience. Ici aussi, les travailleurs juifs se révolteront. Seule une 50aine de survivants pourront témoigner. On ne sort pas indemne de la visite de ces camps de la mort, mais de Treblinka, on ne peut penser qu'à la perfection d'une industrialisation scientifique de la mort. Le nazisme, dont un des piliers était ces camps, ne pouvait qu'être vaincu. Une pulsion de mort, même infime, ne mène jamais à la vie. Treblinka is het derde en laatste moordcentrum van Aktion Reinhard. Met Treblinka krijgt het moordcentrum een volledige betekenis, aangezien dat Treblinka zich zal gaan vestigen in het centrum tussen het ghetto van Warschau en Białystok, vanwaar dat ook de meeste Joden zullen gedeporteerd worden. Treblinka komt grotendeels overeen met de 2 andere moordcentra, Bełżec en Sobibor, mits enkele aanpassingen aangezien de nazi's, de SS, uit hun fouten, als ik het zo mag stellen, al geleerd hebben. Eind juli zullen de eerste konvooien toekomen van het ghetto van Warschau. En tot eind 1942 vanuit een telegram onderschept later en dat gestuurd werd door Höfel, weet men dat 712.555 Joden werden gedood op 5 maanden tijd. Treblinka zal een opstand kennen, net als in Sobibor, en deze vindt plaats op 2 augustus 1943. Het is een geslaagde opstand, aangezien Joden kunnen ontsnappen en er ook een 50-tal overleven. Daarna zal Himmler, hoofd van de SS, bevel geven om het centrum te slopen. Het geheel zal afgebroken worden en zal beplant worden met dennenbomen. In totaal komen tussen 850.000 en 900.000 Joden om in Treblinka. Le lieu, le fait qu'on soit libre vraiment de marcher, de prendre le temps un peu d'imaginer les choses en fait. Et puis ces pierres brutes, ces dolmens et ces menhirs, je sais pas, ce qui m'a bouleversée en fait, c'est les témoignages qu'on nous a lus.
particulier sur les orphelins. Là, c'est bizarre comme il y a... On ne sait pas très bien pourquoi, finalement, c'est peut-être aujourd'hui, enfin, comme je me sens aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai... Parfois, je ressens vraiment cette détresse très fortement, dans certains des endroits, n'est-ce pas? Et puis par contre, hier à Sobibor, j'ai pas ressenti ça du tout, quoi. J'ai senti que c'était une... Il y avait plus une espèce de mise en scène avec ces sapins qui... Dans le Himmelstrasse, je comprenais pas très bien. Quand on pense qu'il y a 900 000 personnes qui ont été assassinées ici, c'est... Bon, inimaginable, mais c'est les témoignages, les gens, les mots qu'on nous transmet, en fait. Les personnes qui ont été ici. Que ce soit d'ailleurs les bourreaux ou les victimes. C'est ça qui nous donne, enfin, à moi en tout cas, cette espèce de possibilité d'imaginer. Je peux pas imaginer ces enfants dans une chambre à gaz, quoi. Je peux pas. Je veux dire, personne. Ces images terribles aussi de ce témoignage d'un des Arbatioun, décrivant la différence entre la petite chambre à gaz et la grande chambre à gaz et la façon dont les corps étaient retrouvés. Je veux dire... Mais de dire que dans la petite chambre à gaz, finalement, ils avaient l'air d'être sereins, quelque part, et presque endormis, alors que dans la grande, c'était des convulsions terribles qu'on peut lire sur leur visage, qui n'arrivaient même pas à ouvrir la bouche, et qu'ils étaient noircis par, je sais pas... Voilà, c'est des visions qui sont... Mais si on imagine l'enfer, c'est ça, quoi. J'ai peu de mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Tout ce qu'on nous a raconté aujourd'hui, dans ce camp de Treblinka, j'ai retenu des chiffres monstrueux. 800 000 victimes, dans des périodes très courtes. Des records battus en nombre de quantité de personnes traitées par jour. 22 000, quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était la population, le nombre de personnes qu'il y a dans ma ville, dans ma petite ville, qui s'agrandit beaucoup. Et je me suis dit, mais tous ces gens morts en quelques heures, tous les habitants de ma ville, ça m'a fait une secousse, ce chiffre. J'ai vraiment été... J'ai réalisé vraiment ce que ça représentait. Parce qu'on a tellement l'habitude de nous bombarder de chiffres. Et puis, quand tu mets ça à l'échelle de choses que tu connais, tu dis la population d'une ville entièrement éliminée en quelques heures. Justement, on voit des images. C'est ça qui est terrible. J'ai la chance ici de ne pas très bien maîtriser l'anglais. Donc il y a beaucoup de détails qui m'ont été épargnés. Mais ce qu'il a dit en français, il y a un texte qui m'a particulièrement bouleversée. C'est ce texte de cet homme qui a pris soin des orphelins et qui a voulu mourir avec. Et c'était un texte magnifique. Et... voilà, je me suis sentie extrêmement bouleversée. Après, j'aurais voulu que le silence s'éternise. Après ces mots-là. Et j'aime bien cet endroit. Il y a de la paix. Il y a un apaisement. Et à nouveau, la vie a repris. Il y a des arbres, des moustiques. Voilà. La vie est plus forte. Le souvenir ne s'efface pas. Je me dis, on a gagné. Treblinka. Une immensité de verdure.
des arbres dans une radieuse nature où l'imagination illustre tant l'histoire que les mots en deviennent dérisoires. Le cœur explose. C'est la fin du parcours. Quand plus jamais rime avec toujours. Que restera-t-il de ce mauvais roman ? Que dirons-nous demain à nos enfants ?